Bonjour à tous et à toutes, joyeuses fêtes de fin d'année 2022 et bonne année 2023. Et aujourd'hui, comme chaque année, je fais 3 vidéos pour faire mon bilan de l'année cinéma qui s'est écoulée, donc le bilan de cette année cinéma 2022. Donc comme chaque année, il y aura 3 vidéos, et celle-ci, aujourd'hui, ce sera la traditionnelle vidéo de récapitulation, où en gros, je vais parler de tous les films que j'ai vus en 2022, mais dont je n'ai pas parlé dans des critiques vidéo sur la chaîne, et qui ne seront pas dans mes vidéos de pires films ou de meilleurs films. Je vais d'abord faire une petite catégorie de films pas vus, de films que je n'ai pas vus cette année, soit parce que j'avais pas envie, parce que ça m'intéressait pas, ou parce que je n'ai pas pu et je n'ai pas eu le temps. Voilà, si jamais vous posez la question, si vous vous demandez pourquoi j'ai pas parlé de tel ou tel film, voilà, ce sera pour ça. Alors pour commencer, je n'ai pas vu le nouveau film de super-héros Morbius, simplement parce que déjà j'avais pas vu Venom 2 l'année dernière, parce que c'est après avoir vu Venom 1, ça m'intéressait pas du tout, et vu tous les mèmes incroyables qu'il y a eu sur Morbius, c'était vraiment, je crois que j'ai jamais vu de toute ma vie un film générer autant de mèmes, et vu tous les mèmes qu'il y a eu sur Morbius, bah... J'ai raté un truc, quoi, donc vu aussi quelques scènes d'action que j'ai vu passer sur internet, il y a quand même l'air d'y avoir au moins mise en scène des trucs intéressants, mais vu tous les mèmes incroyables qu'il y a eu, j'aurais peut-être dû aller le voir. Alors ensuite, je n'ai pas vu Maigret, un nouveau film français sur le commissaire Maigret. Je n'ai pas vu Revoir Paris. Je n'ai pas vu Sans filtre, le film qui a eu la Palme d'Or cette année. Je n'ai pas vu le film français En attendant Bourges-Anglaise. Je n'ai pas vu le thriller Compromat. Je n'ai pas vu Le secret de la cité perdue, Un talent non massif. Je n'ai pas vu la comédie Les Secpas. Je n'ai pas vu Mascarade, le nouveau film de Nicolas Bedos, parce que faut pas déconner non plus. Je n'ai pas vu Le Nouveau Jouet, le nouveau remake du film célèbre Le Jouet avec Pierre Richard. Je n'ai pas vu encore le nouveau film de Cédric Clapiche. Et je n'ai pas vu Simone, Le Voyage du siècle, le gros film français biopic qui est sorti en fin d'année. Et donc maintenant, nous allons tout de suite commencer avec un film sorti en 2021, Lambe. Oui, en fait Lambe, c'est un film qui est sorti en 2021, mais en fin 2021, je crois, genre le 29 ou le 30 décembre 2021. Sauf que comme le 29 ou le 30 décembre, il y avait aussi Belle, nouveau film de Mamoru Hosoda qui sortait, et The Kingsman, que j'étais beaucoup plus intéressé par voir ces deux films. Je suis d'abord allé voir ces deux films au cinéma, et Lambe, je l'ai vu après, quoi, donc en 2022, quoi. C'est pour ça aussi que mes vidéos de fin d'année de pires films et de meilleurs films de 2021 sortis plus tard en janvier 2022 et pas en fin 2021, quoi. C'est parce qu'il y avait encore des films qui m'intéressaient en 2021 et du coup j'avais pas le temps d'aller les voir, de faire des critiques et après de faire des tops, tout ça en 2 jours avant la fin de l'année, quoi. Donc du coup Limbe, c'est un film que j'ai vu en 2022 mais qui à la base est sorti en 2021. C'était un film que j'ai pas vraiment apprécié, c'était assez chiant. En gros, l'histoire, c'est Noomi Rapace qui est dans une ferme en Islande et qui un jour fait accoucher une de ses brebis ou un de ses moutons. Il y a un des brebis ou des moutons qui accouche d'un bébé, moitié mouton, moitié homme, et tout le film, c'est ils vont essayer de l'élever, quoi. Et voilà, c'est ça, c'est tout, et c'était pas très intéressant, c'était assez chiant, et j'ai pas vraiment vu où est-ce que le film voulait en venir. Ensuite, premier film de 2022, sorti en 2022, que j'ai vu au cinéma, 355, un film réalisé par le mec qui avait fait X-Men Dark Phoenix, hein, c'était sur les affiches, et oui, honnêtement, ce petit truc, ça me donnait quand même envie de voir le film, parce que X-Men Dark Phoenix, j'avais adoré cet opus, je le trouvais vraiment très bon, donc 355, un film d'action réalisé par lui, ça me donnait un peu envie. Au final, le film était vraiment pas terrible, hein, niveau histoire, action, personnage, c'était vraiment pas ouf, pourtant le film a vraiment un gros casting, mais... En termes d'action, c'est pas très intéressant. J'ai trouvé un peu décevant personnellement, c'était un peu pétard mouillé. Nightmare Alley, ensuite, le nouveau film de Guillermo del Toro. Alors concrètement, j'ai pas passé une mauvaise séance, hein, en fait. Pour me dire, c'était plutôt cool. Mais après, c'était inintéressant, quoi. C'était pas mauvais, j'ai même passé un bon moment. Mais c'était inintéressant et c'était assez oubliable, quoi. Et c'est avec ce film aussi que je me suis rendu compte que Guillermo del Toro, en fait... C'est un réalisateur que j'aime pas, en fait. Il y a que 2 de ses films que j'aime bien. C'est Pacific Rim, qui est un de mes films préférés, et il y a Hellboy 2 aussi que j'aime bien. Mais sur tout le reste, Hellboy est pas terrible. Le Labyrinthe de Pan, je déteste. La Forme de l'eau aussi, j'avais vraiment pas aimé. Il a été même dans mon top des pires films de 2018. Et là, Nightmare Alley, même si c'était pas mauvais, c'était pas ouf non plus, quoi. C'était vraiment oubliable. Donc c'est au final, Guillermo del Toro, c'est le seul film de lui que j'ai bien aimé. C'est celui où... c'est celui qui était le moins del Toro
toute sa filmographie, quoi, où il n'y avait pas de référence au film noir et tout, aux monstres. Donc au final, c'est un film que j'ai vraiment pas aimé. Enfin, si, ça va, c'était cool, mais c'était pas ouf. Ensuite, The Chef, un film, un drame d'1h20, tourné entièrement en plan séquence. Là, pour le coup, c'est un vrai plan séquence, et c'était très sympa, c'est très cool. Après, le film, un des films que j'attendais le plus cette année, Super-héros malgré lui, donc le nouveau film de Philippe Lachaud et de la bande à Fifi, un film de super-héros qui se basait sur un postulat un peu simple et déjà vu, mais c'est un peu ça aussi tous les films de Philippe Lachaud, et même si tous les autres se basaient sur des postulats un peu déjà vus, ça faisait quand même de très bons films. Et là, Super-héros malgré lui, j'ai été très très déçu parce que ouais, j'ai pas trouvé ça très ouf, hein. Niveau mise en scène, c'était pas ouf, niveau humour, il y avait des moments drôles, mais j'ai pas trouvé les blagues très bien faites, très originales ou très drôles. Il y a une scène à la fin, toute la scène un peu Avenger du pauvre qu'on voit dans la bande-annonce qui est très cool. Mais sinon à part ça, j'ai été assez déçu quand même par ce film, quoi. J'ai vraiment trouvé ça pas terrible du tout, quoi. Mais je reste quand même malgré tout très attaché à leur film et à eux aussi. Et c'est pour ça que malgré tout, j'attends beaucoup leur film Alibi.com 2 qui va sortir l'année prochaine. Parce que le premier Alibi.com, j'avais vraiment bien aimé. Il y avait beaucoup de gags ou de situations, de moments, de comiques de situation qui étaient vraiment cool, qui étaient vraiment bien faites. Donc là, du coup, vu qu'ils font un 2, ça m'intéresse. Et oui, honnêtement, j'irai le voir, quoi, parce que oui, ils se sont un peu plantés avec ce film, mais c'est pas grave. Et honnêtement, j'irais bien voir ce film Alibi.com 2, on en parlera peut-être, si je trouve ça bien. Et honnêtement, s'ils font un 2 à Alibi.com, parce que c'est un de leurs films qui a le plus marché, peut-être aussi qu'on verra un Babysitting 3, quoi. Parce que le premier Babysitting était génial, le deuxième était encore meilleur, et comme aussi Babysitting 2, c'est un de leurs films qui a le plus marché niveau box-office, et honnêtement, peut-être qu'ils feront un Babysitting 3, quoi. Honnêtement, j'attends vraiment un Babysitting 3, ce serait vraiment génial. Après, The Innocent, un film danois, suédois, norvégeois, finlandais, je crois, sur des enfants qui ont des super pouvoirs. Il y avait des moments de la mise en scène et tout, des effets spéciaux qui étaient cool, mais globalement, je suis quand même un peu fait chier, c'était pas non plus super intéressant. Enfin, si ça restait cool, mais c'était pas ouf non plus, quoi, voilà. Après Moonfall, le nouveau film catastrophe de Roland Emmerich, qui était vraiment super cool, quoi. C'est autant Midway, son film qui était sorti il y a 3 ans, j'avais trouvé ça passable, autant celui-là, le bon gros délire de science-fiction avec la lune qui s'écrase sur la Terre, et au final la lune c'est la lune creuse en fait, et c'est une méga structure, et ils vont à l'intérieur, et quand la lune se rapproche de la Terre, ça crée des trucs de gravité et tout, ça détruit tout sur son passage. C'est vrai que c'était très bien, Moonfall, c'est vraiment le bon film de science-fiction, destruction de Roland Emmerich, et ouais, c'était très cool, j'ai bien aimé. Mort sur le Nil, nouvelle adaptation de Hercule Poirot par Kenneth Branagh. Franchement, c'est très cool, j'ai vraiment bien aimé, d'autant plus que je connais pas du tout les livres d'Agatha Christie, hein. C'était pareil aussi pour Le Crime de l'Orient Express. J'avais jamais lu l'histoire, j'ai pas lu le livre, j'ai pas vu aussi les films. Et donc du coup, là aussi, ce film Mort sur le Nil, ça m'a permis de découvrir les histoires d'Agatha Christie, que je connaissais pas du tout, et oui, j'ai bien apprécié, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et je crois que Kenneth Branagh a même confirmé un 3e film sur Hercule Poirot avec l'adaptation d'un nouveau livre, avec de nouveau lui, qui a joué Hercule Poirot, et j'irai le voir, parce que ouais, c'était vraiment très cool. C'est vrai que Kenneth Branagh en Hercule Poirot, je trouve que ça le fait, il joue vraiment très bien, il a bien son accent français et tout, ça marche bien, et honnêtement, le prochain film d'Hercule Poirot, je l'attends, et j'irai le voir avec beaucoup d'entrain, quoi. Après Uncharted, le fameux film d'action adapté de la grosse série de jeux vidéo que je connais pas, je connais juste de nom, mais j'ai jamais joué à aucun jeu, j'ai jamais vu non plus de cinématique ou de gameplay. Et le film était correct, mais sans plus, quoi. Je trouve vraiment il y a un gros problème de personnages déjà qui sont pas très très attachants, et aussi pas de rythme ou de scène d'action, parce que ça va, mais je sais pas, j'ai l'impression que le film a été fait un peu en mode fainéant, quand on a l'impression que les mecs sont pas au max dans le film, et on a l'impression que c'est un peu tout va un peu au ralenti, quoi, les scènes d'action, je pense que c'est surtout dû aux personnages qui sont un peu blasés pendant le film, qui ont pas vraiment une très bonne chimie, qui sont pas très bien caractérisés et tout, c'est vraiment pas terrible. Je pense que c'est surtout ça qui fait que comme les personnages se sentent sont pas vraiment de peps, quoi, ils s'entendent pas vraiment bien, ils sont un peu blasés pendant tout le film.
Mais du coup, toi aussi, t'es un peu blasé pendant tout le film, quoi. Y a que la scène à la fin avec les bateaux qui volent, où là, à la fin, t'as Nathan Drake qui se met un peu à partir et tout. Il fait, allez, c'est bon, ouais, allez, levez le banc, allez, matelot et tout. Et t'as Mark Wahlberg qui dit, c'est bon, calme-toi, Jack Sparrow et tout. Là, c'est vrai, c'était le seul moment où il se lâche un peu et tout. Et là, pour le coup, c'est vraiment cool. Et en VF, ça a dû être un bonheur parce que la VF de Mark Wahlberg, c'est Bruno Coel, et Bruno Coel, il fait aussi la voix de Jack Sparrow, enfin de Johnny Depp, quoi, donc de Jack Sparrow, quoi, donc donc du coup, quand il a dû doubler cette phrase, ça doit être génial pour lui, quoi. Mais ouais, après le film, niveau action, ça passe, c'est correct, mais c'était pas captivant non plus, quoi. Après, Zai, il y a une comédie française adaptée d'une bande dessinée absurde, justement. Ça a donné, je connaissais pas du tout la bande dessinée de base, mais ça donnait, c'est vrai, un film avec une comédie absurde, assez marrante, qui marchait bien, qui était très cool, c'était sympa. Je l'attendais avec impatience, le film d'action annuel de Liam Neeson, Blacklight. C'était toujours assez cool, ces films d'action. Là, pour le coup, c'est un film d'action qui va avoir un message un peu plus politique, un peu plus actuel et tout. C'était intéressant et c'est vrai que ça faisait un film d'action assez cool. Ensuite, The Batman, la nouvelle adaptation de Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Film aussi très attendu. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé le film, globalement, j'ai trouvé ça très bien. C'était assez cool. La musique aussi était très bien et globalement je trouve vraiment que c'est un bon film. Mais après j'ai vraiment plusieurs problèmes avec le film. Déjà c'est que le film n'est pas une origin story. Donc du coup on ne raconte pas les débuts de Batman. Et j'ai vu plein de gens justement, plein de critiques sur internet dire ah c'est trop bien et tout, il ne refait pas l'origin story de Batman, c'est génial et tout, on l'a vu 1000 fois. Bah alors déjà l'origin story de Batman, déjà dans les premiers Batman de Tim Burton on la voit pas, hein, c'est juste un vieux flashback bâclé. Dans les Batman de Nolan aussi, on la voit vraiment en entier dans le premier film, Batman Begins. Et dans le film Batman v Superman, là aussi, on a un flashback sur la mort des parents de Batman, mais après on n'a pas toute une scène pour montrer l'entraînement de Batman, quoi. Donc au final, depuis le Batman de Tim Burton, en 33 ans, quoi, donc en plus de 30 ans, la vraie origine de Batman complète, quoi, vraiment faite entièrement, on l'a vu qu'une fois dans Batman Begins. Il y a 18 ans, quoi. Donc d'où est-ce qu'on a vu l'origine de Batman des centaines de fois, quoi. On l'a vu qu'une seule fois dans Batman Begins, il y a près de 20 ans, quoi, donc honnêtement, je vois pas du tout de quoi vous parler. Et honnêtement, que le film commence alors que Batman s'est déjà créé en ne montrant pas du tout, en faisant pas du tout d'origine story, bah ça c'est un peu problématique parce que, bah, vous connaissez les origines de Batman, c'est très bien, sauf que, bah, vous êtes pas tout seul dans la salle de cinéma. Tout le monde n'a pas vu Batman, quoi. Tout le monde ne connaît pas Batman, hein. Oui. Et ce Batman, bah, y a plein de gens aussi, notamment des jeunes, qui, bah, c'est le premier Batman qui va au cinéma. Et bah, ils ont jamais vu Batman avant, ils savent pas comment il s'est créé. Donc du coup, ils vont voir ce film et ils vont être un peu étonnés, quoi. Peut-être qu'ils vont être étonnés. Parce que du coup, ce film, en gros, Batman, bah, étonné que tu commences, mais que tu vois pas comment ce Batman-là commence, parce que c'est un nouveau Batman, bah, c'est un peu comme si tu commençais une série, mais en commençant à l'épisode 12, quoi. Dans la saison 3. T'as manqué plein de trucs, quoi. C'est un peu les mêmes critiques qu'il y avait eu pour Spider-Man Homecoming. Et c'est vrai que du coup, bah, t'as un gros problème d'attachement avec ce Batman, quoi, parce que du coup, bah, tu le connais pas, en fait. C'est ça, du coup, comme on l'a pas vu se créer, bah, du coup, on n'est pas vraiment attaché à lui. Et après j'ai aussi beaucoup de gens critiquer que le film soit trop long. Le film dure 3 heures. En vrai, c'est pas ça le vrai problème, quoi. Des films qui durent longtemps, c'est pas le problème. Regardez Avengers Endgame, le film dure 2h40, personne s'en est plaint. Pareil, Spider-Man No Way Home, le film dure 2h30, personne s'en est plaint. Pourquoi ? Bah parce que pendant le film, il y a de l'action, quoi, il se passe des choses, quoi. Alors que ce film-là, bah, il dure 3 heures, et pendant 3 heures, bah, c'est une enquête, et t'as quelquefois 2-3 scènes d'action, mais pas beaucoup, quoi, et qui durent pas très longtemps. Notamment la scène de la course-poursuite qui est assez bordélique, quoi, puisqu'on filme seulement avec les caméras attachées sur le capot des voitures. En plus on filme tout sous la pluie et de nuit, donc du coup tu vois quasiment jamais rien, tu vois jamais à quelle voiture suit l'autre, à quel moment où on est, tu vois jamais où est-ce qu'ils vont sur la route. Si t'arrives à voir, mais c'était pas très lisible et c'était assez dur de suivre ce qui se passait, donc quand tu comprends pas ce qui se passe, bah, c'est assez dur d'apprécier, quoi. C'est parce que je suis désolé, mais même dans les films Fast and Furious, les courses-poursuites sont plus lisibles, quoi. Là, dans les scènes d'action, j'arrivais, dans les films Fast and Furious, j'arrive à voir ce qui se passe et j'arrive à comprendre les courses-poursuites. Là, dans celle-là, une fois sur deux, on voyait pas ce qui se passait, on comprenait pas ce qui se passait, quoi. Et donc, c'est ça le problème, c'est que le film a un rythme beaucoup trop lent et il se passe pas beaucoup de choses.
et pas beaucoup de scènes d'action divertissantes, et donc c'est ça le vrai problème, quoi. C'est que le film dure 3 heures pour pas grand chose au final, quoi. Donc ça aussi c'est vraiment problématique. Mais après, malgré tout ça, comme je l'ai dit, c'est globalement dans l'ensemble ça restait plutôt cool, quoi. Ça restait assez bien. Après Goliath, un thriller français partiellement inspiré de Ferrell, qui était bien fait, que j'ai bien aimé, c'était cool. Après un autre film français inspiré de Ferrell sur lequel j'ai eu un peu plus de problèmes, c'est Notre-Dame brûle, le fameux film de Jean-Jacques Hano qui revient donc sur les événements d'il y a 3 ans, sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et c'était pas très fascinant, parce qu'au final, le film est plus proche de la docu-fiction que d'un vrai film, quoi. C'est de la docu-fiction filmée en IMAX à 30 millions d'euros, mais ça reste de la docu-fiction quand même, quoi, puisque il y a aucun personnage décent. C'est le seul personnage un peu intéressant, c'est le personnage du conservateur de Notre-Dame, parce que lui vraiment on voit qu'il est attaché à Notre-Dame et il a un parcours intéressant. C'est dans le film on le voit, lui il est à la porte de Versailles quand il y a l'incendie de Notre-Dame, et lui du coup il se dépêche justement de retourner à Notre-Dame. On le voit, il court pour essayer d'attraper le train, il court dans les transports en commun, dans les rues, avec son vélo et tout. Donc pour le coup j'étais vraiment à fond avec lui, mais pas du tout avec les pompiers, parce que tu connais pas leur nom, c'est pas des personnages, c'est pas vraiment défini. Donc du coup tu t'attaches pas du tout à eux, quoi. Et même l'ambition du film, et la seule ambition que le film a, c'est juste de refaire l'incendie de Notre-Dame, quoi. Étant donné que c'est le seul truc qu'il veut faire, oui, honnêtement, le film est beaucoup plus proche de la docu-fiction que d'un vrai film, quoi, que d'une vraie histoire. Parce que la seule histoire, c'est raconter ce qui s'est passé, il y a rien d'autre, quoi. C'est juste reproduire l'incendie. Donc du coup, c'est presque pas un film, quoi. C'est plus proche de la docu-fiction que du cinéma, et c'est vrai que ça a été assez problématique. Et c'est vrai que sans que ce soit mal fait non plus, c'était pas très captivant non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Le 3e film sur la franchise du bon Dieu, on va dire. Et là encore une fois, j'ai trouvé ça très cool, j'ai vraiment bien aimé ce film. Je trouve même peut-être encore plus drôle que le 2e, quoi, parce que le 2e je trouvais plus drôle que le 1er. Et là, ce 3e là, je trouve aussi qu'en termes d'humour et de gags, et de situations comiques, ils ont vraiment beaucoup d'idées, quoi, beaucoup plus que dans les 2 premiers, donc c'est vraiment fou, quoi. C'est seulement maintenant qu'ils ont des idées et pas dans les premiers films qu'on a plus marché. Mais ouais, c'était vraiment un bon moment ce film, j'ai trouvé ça vraiment très drôle, j'ai bien rigolé, c'était vraiment cool. Ensuite, une autre comédie française qui est pas drôle du tout pour le coup, c'est Le médecin imaginaire, avec un titre et un concept qui avait l'air un peu marrant, quoi, intéressant. Sauf que c'est pas du tout une comédie en fait, ce film, c'est un drame. Mais vraiment ce film c'est beaucoup plus un drame qu'une comédie, quoi. Y a que les scènes au début et à la fin qui m'ont intéressé, parce que c'est des scènes qui ont beaucoup plus centré sur le rappeur, le DJ qui se blesse. Mais sinon à part ça, tout le reste du film, le milieu c'était vraiment chiant, quoi. Y a pas du tout d'humour, y a pas de blague, c'est vraiment plus un drame qu'une comédie, quoi. Pour le coup la bande-annonce est vraiment mensongère, hein. Et du coup, je me suis vraiment fait chier dans ce film. The Northman, ensuite. Il y avait des scènes qui étaient cool, mais globalement, j'ai pas aimé, c'était vraiment pas terrible, quoi. Le film est assez lent et atmosphérique, et du coup assez chiant. Et même les scènes d'action qui se passent sont... parce que le personnage principal est pas très développé, mais c'était vraiment pas terrible. Et le film aussi a une mise en scène et une ambiance assez space, quoi. Ça c'est dû parce que le film est réalisé par le mec qui avait fait The Lighthouse, donc du coup ça explique tout, quoi. Mais ouais, le film a vraiment une mise en scène et qui lui donne une atmosphère et une ambiance et film assez étrange, assez lourde, pas très agréable, et ça donne lieu aussi à des scènes dans le film assez bizarres, quoi. C'est space, assez dérangeante, quoi, parce que le film s'attarde vraiment aussi sur les moments de rituel et tout. C'est avec des moments très mystiques, très chamaniques. Mais du coup ça rend aussi vraiment le film un peu, au niveau de déjà de son rythme, c'est chiant, et au niveau de l'ambiance et de la mise en scène aussi, ça rend le film vraiment particulier, quoi, et assez étrange quand même à regarder. Après Coupé, le film français, nouveau film de Michel Hazanavicius, qui est un remake d'un film japonais que j'avais critiqué il y a 3 ans et qui est sorti il y a 3 ans. Donc là c'est un remake français de ce film là, et ouais, le film était vraiment très cool et j'ai vraiment bien aimé. Jujutsu Kaisen film 0, j'avais l'impression que ce film était sorti l'année dernière, hein, mais non, c'est bien cette année. Le film était vraiment très cool. Peut-être que les enceintes de mon cinéma étaient ultra fortes parce que le son du film était vraiment fort pendant la séance, mais ouais, c'était vraiment cool. Et j'attends quand même la saison 2, ça va être très cool aussi.
Après Top Gun Maverick, apparemment le meilleur film de l'année aussi, le meilleur film d'action de l'année pour beaucoup de gens. Ça m'intéressait pas du tout en fait ce film, j'ai déjà pas vu le premier, le deuxième m'intéressait pas du tout, mais vu l'énorme succès qu'a été le film, jusqu'à Avatar 2, mais vu l'énorme succès qu'a été le film, et vu que le film est resté, je crois, 3 mois, voire même plus en salle, mais du coup au bout de 2 mois, comme je voyais que le film était toujours en salle et que tout le monde en parlait, je me suis dit, bon, c'est quand même Tom Cruise, le film passe toujours en salle, donc on va aller le voir pour voir, et ouais, le film était très sympa, mais après, je vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire, quoi. C'était cool, mais c'était pas ouf non plus, quoi. Après, on a Firestarter, un nouveau film adapté d'un roman, d'une nouvelle de Stephen King. C'était nul. L'histoire en vrai, ça passe, mais le film est quand même assez chiant. La mise en scène et tout est très très lente. Enfin, la mise en scène n'est pas très intéressante. Le film est assez lent. Et il se passe pas beaucoup de choses aussi, et au final c'était assez chiant, c'était pas du tout intéressant. Après Elvis, nouveau film de Baz Luhrmann et biopic sur la vie d'Elvis Presley, pardon. C'était très cool, j'ai bien aimé, c'était très sympa. Ensuite L'Homme Parfait, une comédie de science-fiction française avec un androïde, un robot. Ça avait l'air un peu intriguant et le film est, ouais c'est vrai, le film était très sympathique. Ensuite, Les Goûts et les Couleurs, nouveau film de Michel Leclerc, que vous connaissez peut-être pas, parce que Michel Leclerc, c'est lui qui avait réalisé il y a 3 ans La Lutte des classes, une comédie française qui m'avait surpris, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bien. J'avais adoré en 2019 et j'avais mis dans mon top de mes films préférés. Donc quand là il a sorti son nouveau film Les Goûts et les Couleurs, bah, je me suis dit, ah tiens, je vais aller le voir directement, quoi. Peut-être que ça va être un nouveau choc, quoi. Ça va être un nouveau bon film. Et non. Malheureusement non, le film était très chiant. C'était ultra chiant, j'ai pas du tout compris l'intérêt de cette histoire, je sais pas du tout ce qu'il y avait, pourquoi avoir fait cette histoire, avoir raconté tout ça, avec ces personnages et tout, c'était assez chiant, j'étais assez déçu, j'étais très déçu. Après El Buen Patrón, film espagnol avec, une comédie espagnole avec Javier Bardem. Le film était très sympa, très drôle, c'était une bonne comédie pour le coup, j'avais jamais vu de film comme ça, je vois pas souvent des films étrangers à part des films américains, mais là pour le coup le fait qu'il y ait Javier Bardem au casting ça aide, et ouais c'est vrai que rien que voir l'affiche avec Javier Bardem avec son énorme sourire, qui est comme ça, les bras ouverts à accueillir les gens, c'est rien que l'affiche et la boîte d'annonce ça me donnait envie de voir le film, quoi. C'est vrai que le film était assez drôle, c'est vrai que j'ai bien aimé, c'était vraiment très sympa. Ensuite, Irréductible, une autre comédie française, bien moins réussie pour le coup, parce que encore une fois, c'est le syndrome de la comédie française, où tout a été mis dans la bande-annonce, quoi, vraiment. Tous les gags, carrément tout le film, toute l'histoire du film a été mis dans la bande-annonce, quoi. Il y a que le sous-scénario de la femme qui rencontre, avec qui il se marie et tout, et ils partent vivre à Paris, dans la banlieue, et tout le film devient et tout un peu une vision de oh là là, les couples parisiens, la difficulté de vivre à Paris en banlieue, d'amener ses enfants à l'école et tout. Cette partie-là dans le film était vraiment assez chiante. Mais ouais, à part ça, vous avez vraiment tout le film dans la bande-annonce, quoi. Mais vraiment, tout le film. Tout est là, tout est dans la bande-annonce, et donc du coup, c'est... Bah t'as vu la bande-annonce, t'as tout vu dans le film, quoi. Il n'y a plus beaucoup de surprises. Vraiment, on te résume tout le film dans la bande-annonce, quoi. Donc... si j'avais pas vu la bande-annonce, pardon, peut-être que j'aurais apprécié le film. Mais là, du coup, de ce que j'ai vu, c'est sans que ça soit mauvais ou mal fait non plus, c'était pas terrible, quoi. Du coup, j'ai tout vu, quoi. Du coup, c'est ça le truc, c'est que j'ai déjà tout vu dans la bande-annonce. Du coup, bah, t'es pas surpris, quoi. Tu rigoles pas et c'est pas terrible. Salut, petit problème technique, hein, j'ai oublié de parler d'un certain film pendant que je tournais ma vidéo, et ce film c'est Ducobu Président, le 4e film Ducobu, donc que j'ai vu en 2022, et en gros pour vous résumer sur tous les films Ducobu qui sont sortis au cinéma, donc il y en a eu 2 qui sont sortis il y a 10 ans et 1 en 2020, et les 3 je les ai vus en fait, mais à la télé, jamais au cinéma, et les 3 je les aime bien en fait. Et ce 4e film qui est sorti au cinéma, j'ai aussi bien aimé, j'ai trouvé très cool, c'est toujours c'est les comédies françaises pour enfants, donc du coup au moins contrairement aux comédies françaises pour adultes, t'as pas tous les côtés sexistes, racistes qu'il y a en général, du coup ça fait que Ducobu c'était une comédie pour enfants assez sympathique, assez cool quoi, et plutôt
plutôt bon enfant, quoi, tout simplement, comme les 3 premiers, et j'ai beaucoup aimé. Après, La Traversée, une comédie française un peu plus simple, que j'ai pour le coup beaucoup plus aimé, c'était bien plus drôle, celle-là pour le coup j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, Mastema, un film d'horreur français, oui, hein, c'est quelquefois tous les ans on en a un, donc c'est un film d'horreur français, donc je suis allé voir évidemment parce que horreur et français, il faut aller voir ça. Et bah non, parce que c'était bien un film d'horreur français, parce que c'était bien chiant. Ouais, parce que pour le coup aussi, non seulement c'était chiant, mais pour le coup aussi c'est un film d'horreur, mais ça fait pas peur du tout. J'ai pas du tout compris c'était quoi l'histoire, j'ai pas du tout compris où est-ce que ça allait, j'ai pas du tout compris c'était quoi le délire, j'ai pas du tout compris ce que le film voulait faire, c'était assez incompréhensible ce qui se passait, quoi, j'ai vraiment pas du tout aimé. Après, Arthur Malédiction, un autre film totalement incompréhensible, un des projets méta les plus... un des films les plus space peut-être qu'on ait fait ces dernières années, quoi, un film d'horreur méta en plus sur Arthur et les Minimoys, où Arthur et les Minimoys existent, enfin les films existent génétiquement dans l'histoire et vont aller sur les lieux du tournage pour en faire un film d'horreur. C'était ultra space comme idée, quoi, comme concept de film, et au final après avoir vu le film, sans que ce soit extraordinaire, j'ai trouvé que ça restait correct, quoi. Comme j'avais vu dans la bande-annonce, il y avait quelques scènes, quelques moments où ils utilisent des éléments de Arthur et les Minimoys, il y a certains visuels et tout, certaines scènes qui avaient l'air intéressantes. C'était pas terrible, quoi, c'était pas extraordinaire, mais je trouvais que ça restait plutôt correct, quand même. Ensuite, Les Mignons 2, Il était une fois Gru. J'aime beaucoup les films moche et méchant, hein, sauf le film Les Mignons, qui était vraiment pas terrible et vraiment pas drôle, et le film Moche et Méchant 3 aussi, qui avait un bon méchant, qui avait quelques scènes bien et tout, mais qui était quand même pas terrible, quoi. Les meilleurs Moche et Méchant, ça reste les 2 premiers, et celui-là pour le coup, ce deuxième film sur les Mignons, quoi, puisque ça prend la suite du premier film des Mignons où à la fin on voyait Gru, bah là du coup celui-là, comme il y a Gru, ça rend le film beaucoup plus intéressant, quoi. Et ouais, le film était vraiment très cool, était très divertissant, était assez drôle, c'est vraiment très sympa comme film, j'ai bien aimé. Ensuite, Thor 4, Thor Love and Thunder. C'était vraiment très cool, c'était un bon film d'action, un divertissement, une bonne comédie d'action, qu'on pourrait dire, hein, parce que le film c'est ça, c'est vraiment une comédie épique fantaisiste et tout. C'était vraiment très cool, c'était très drôle, c'était très divertissant, j'ai vraiment bien aimé. Et pour le coup, j'attends beaucoup la suite, parce que vu aussi les scènes post-génériques et vu ce qu'on me tease, pardon, avec le Valhalla Wedgen et avec Hercule qui va venir se venger de Thor, bah, ça m'intéresse beaucoup de voir la suite, puisque bah, Marvel n'a pas annoncé dans la phase 5 et 6 n'a pas annoncé de Thor 5, même si la phase 6 ils n'ont pas annoncé tous les films. Donc du coup bah, je suis très curieux de savoir où est-ce que ça va aller cette histoire, quand est-ce qu'on va revoir Hercule dans quel film, et quand est-ce qu'aussi on va revoir Jane et tout, et Heimdall et le Valhalla. Pour le coup je suis très curieux de savoir où est-ce que ça va aller. Ensuite Menteur, une nouvelle comédie française un peu fantastique et tout, avec un concept très intéressant qui pouvait donner beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses assez intéressantes dans le film, beaucoup de concepts et de situations comiques qui marchaient bien, qui étaient très drôles, et c'est vrai que le film était quand même plutôt drôle, ça marchait bien. Ensuite, Bullet Train, le film d'action, le blockbuster de l'été, de cet été. Et il y avait des moments assez cool et divertissants en termes d'action, mais je trouve le film pas terrible, quoi. Surtout en termes de rythme et tout, on sent pas vraiment la progression acte 1, acte 2, acte 3. Même si tout le film se déroule dans le train, c'est pas un problème, hein. Dernier train pour Busan, ça marchait très bien, tout le film se déroulait dans un train. Mais là c'est vrai que le film, c'est vrai, je trouvais en termes de rythme et tout, de scénario, de personnages, je trouvais ça vraiment pas terrible et pas très abouti au final. Ensuite, La Nuit du Requin, le premier film de requin français, peut-être, hein, je sais pas, peut-être qu'il y en a eu avant, mais je les ai pas vus, qui se veut aussi être un peu une comédie, et en fait, je suis allé le voir surtout parce que j'ai vu Jean-Pascal Zadi, quoi, depuis que j'ai vu Tout simplement Noir, maintenant j'essaye de voir tous les films avec Jean-Pascal Zadi, quoi, j'espère qu'il refera un nouveau film, et La Nuit du Requin, ouais, le film était plutôt cool, c'était sympa. Nope, le nouveau film d'horreur de Jordan Peele, film d'horreur qui te fait pas peur. C'est un peu problématique, problématique. Après le film, je l'ai beaucoup aimé, c'était très bien. C'est comparé au précédent film Us que j'avais pas aimé, que je trouvais pas très bien fait. Celui-là au moins, Nope, ça marchait parce que le film se veut plus comme un film de tension, proche des Dents de la Mer, hein, c'est ce qu'avait dit Jordan Peele. Et c'est vrai que pour le coup, le côté tension et action et divertissement, ça marche vraiment bien. Il y a beaucoup de scènes et de visuels et de moments de tension qui marchent très bien. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup plus apprécié ce film-là que Us.
Après, pour parler du sens et de ce que parle le film, là c'est un peu plus compliqué quoi, c'est grosso merdo de ce que j'ai compris un peu en voyant le film, c'est que le film veut parler un peu de spectacle et tout, des réseaux sociaux et du fait qu'on veut absolument de l'attention quoi, parce que c'est ça vraiment toute la scène finale du film, hein, c'est vraiment l'objectif final à la fin du film quoi pour les personnages, c'est juste de piéger l'OVNI pour arriver à le prendre en photo ou à le filmer quoi, pour être célèbre. C'est vraiment juste ça leur objectif final quoi, donc c'est vrai que ça annonce là et ça montre, ça doit être un petit peu ça aussi le sens du film, et c'est vrai que c'était un film plutôt cool que j'ai vraiment bien aimé, il y avait vraiment des bonnes scènes de tension. Ensuite, Vesper Chronicle, bien que même avec un titre anglais et un cast entier qui parle en anglais, c'est un film français, enfin, c'est une coproduction entre la France, la Belgique et la Lituanie, mais qui a été avec des acteurs anglais et qui parlent en langue anglaise pour être diffusé à l'international. Ça pour le coup c'est génial, c'est super cool quoi, que vraiment enfin en France, il y a quelques réalisateurs français qui veulent faire autre chose que des comédies ou des drames, ils veulent faire des gros films d'action, de science-fiction à destination du monde. Problème, le film, c'est un film de science-fiction post-apo, ça se déroule entièrement dans une forêt, quoi. T'as 2-3 plans au début et à la fin sur des éléments un peu post-apo, un peu SF, un peu intéressants. T'as aussi t'as 2-3 plantes bizarroïdes, un peu magiques, futuristes que tu vois dans le film et tout, mais même après ça, c'est pas ouf, ouais. Et vraiment tout le film se déroule vraiment dans une cabane au fond des bois et dans une forêt, quoi. C'est vraiment un chiant. Esther 2, les origines, donc préquel au film d'horreur Esther qui était sorti il y a 10 ans. Le film était vraiment très cool et j'ai beaucoup aimé le turnover qu'il y a dans le film. Un turnover, c'est pas comme un twist, hein. Un twist ça arrive à la fin du film. Là un turnover c'est où en gros ça rabat les cartes en fait, t'as un nouveau film qui commence quoi. T'as une première moitié du film où tu penses qu'il se passe des trucs, puis après t'as un turnover au milieu et là le film change complètement et t'as un nouveau film qui commence quoi. Et ouais, ce film là, Esther 2, il était vraiment très cool, c'était vraiment une bonne suite, il y a vraiment de bonnes scènes dedans et j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, Le Bal de l'Enfer, un film de vampire plutôt sympathique, hein, c'était cool. Après, le nouveau film de George Miller, 3000 ans à t'attendre, 7 ans après Mad Max. C'était pas mauvais, mais c'était pas ouf non plus, quoi. C'est-à-dire que... En fait, j'ai rien à dire sur le film, quoi. J'ai pas trouvé ça nul, hein, ça reste, niveau mise en scène et tout, décor, ça restait bien fait. Mais après, ça m'a pas intéressé, j'ai pas du tout été fasciné, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. C'est un peu comme Nightmare Alley. Il y a un truc que je ressors du film, c'est la musique, qui est vraiment très cool. Mais sinon, à part ça, le film, je trouve assez oubliable et pas du tout intéressant. Ensuite, Les 5 Diables, un film fantastique français, qui était plutôt cool, avec un concept intéressant et qui était plutôt bien fait, hein. C'était sympa. Le Tigre et le Président, je m'attendais à un truc un peu plus comique, à avoir un peu plus d'énergie dans le film. Au final, ça restait assez cool, mais petite déception, quoi. Une légère déception quand même face à ce film, même si ça restait cool. Ensuite, Smile, un film d'horreur qui ne m'intéressait pas du tout, mais je suis quand même allé le voir pour accompagner ma petite sœur. Et au final, le film était pas mal. Vraiment, j'étais assez surpris, peut-être parce que comme j'en attendais rien, du coup j'étais assez surpris de par la qualité du film, mais non, après je trouve vraiment que le film était vraiment pas mal, quoi. Il y a des bonnes idées de visuel, il y a une bonne mise en scène aussi, l'ambiance glauque horrifique marche bien, et il y a aussi de bonnes idées de mise en scène avec des mouvements de caméra un peu intéressants à l'envers et tout, et aussi, pardon, et il y a aussi une musique très intéressante, qui n'est pas une musique classique de film d'horreur avec des violons, là c'est plutôt une musique fantastique en fait, comme un peu une musique de fantasy, quoi, comme si t'étais dans un autre monde. Donc du coup cette musique un peu différente, un peu fantastique, ça donne une ambiance aussi, une atmosphère horrifique particulière et vraiment différente à ce film qui fait que tu le ressens différemment, quoi, et ça pour le coup j'ai plutôt bien aimé, c'est vrai que c'était assez surprenant, c'était bien fait. Ensuite, L'Origine du Mal, un film français thriller, qui est le nouveau film de Sébastien Marnier. Sébastien Marnier, c'est lui qui avait fait il y a 3 ans l'heure de la sortie, que j'avais vu et dont j'avais fait la critique à l'époque, hein, et que c'était un film à l'époque que j'avais beaucoup aimé, qui était très surprenant et qui était très cool. Et là, son nouveau film, L'Origine du Mal, il était pas aussi prenant que l'heure de la sortie, mais ça restait sympathique. Ensuite, Novembre, le nouveau film de Cédric Jiménez après son gros coup, dans tous les sens du terme, avec Bac Nord l'année dernière. Là, il revient avec ce film, donc Novembre, sur les attentats, sur l'enquête après la traque des terroristes après les attentats de 2015.
en novembre. Le film était sympa, était bien fait, mais après, même problème que Notre-Dame brûle, c'est que déjà les personnages n'ont pas de personnalité, ils sont pas caractérisés et donc sont assez oubliables. Et honnêtement aussi, comme Notre-Dame brûle, le film se rapproche plus de la docu-fiction que d'un vrai film entre guillemets, quoi, parce que l'ambition, la seule ambition du film, c'est de raconter exactement ce qui s'est passé, quoi, la traque après les attentats, du coup ouais c'est bien fait, mais après ça se rapproche plus de la docu-fiction, quoi, du film. Et la fin du film aussi est super bizarre. Parce que le film en fait va pas au bout de la traque, quoi. C'est vraiment quand Cédric Jimenez a dit il voulait faire un film sur les 5 jours de la traque qui ont suivi les attentats, c'est vraiment il fait un film sur les 5 jours et après c'est fini, quoi. Il va pas au bout de la traque. Et donc du coup c'est là aussi où pour le coup ça ressemble vraiment à un film à un docu-fiction, c'est que en termes de cinéma, quoi, on a l'impression qu'il n'y a pas de fin, quoi. Littéralement le film se termine par un personnage qui dit la traque n'est pas finie. Donc du coup comme dans un cliffhanger de série, quoi. Donc tu t'attends presque à voir une suite, sauf qu'en fait non, à la fin t'as un panneau de texte qui t'a dit que les terroristes restants seront arrêtés l'année plus tard, quoi. Donc du coup c'est... Du coup niveau narration et construction de film c'est ultra bizarre, quoi, parce que le film vraiment s'arrête en plein milieu de la traque, quoi, d'un truc. Et c'est presque qu'on aurait fait un film américain, quoi. Un film américain qui retrace une histoire, mais il serait allé au bout d'une affaire ou d'une enquête, rien que pour donner une sensation de finition, quoi, pour le film, quoi. Il serait vraiment allé au bout du truc, il serait pas arrêté en plein milieu, quoi. Même quitte à faire un film de 2h30 ou 3h, un film américain serait allé au bout. Bon là évidemment il a fait son film quand il voulait, c'est son choix. Mais c'est vrai que du coup en termes de narration et en termes de construction de film, je trouve ça assez... bizarre et assez étrange, quoi. Et donc du coup quand le film se termine, tu te dis ah vraiment, ah bon, c'est assez étonnant, quoi, pour le coup. Après Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Un film d'animation qui reprend les traits des dessins du Petit Nicolas, et qui au final est un film un peu biographique sur les deux auteurs du Petit Nicolas, justement, et le film retrace un peu leur vie, avec quelquefois des extraits des histoires directement du Petit Nicolas. Et le film était très sympa, c'était très cool. Ensuite, Jack Mimoun et le secret de Valverde, le premier film de Malik Bentala, donc qui se veut un gros film d'aventure, donc film français qui se veut film d'aventure et comique aussi, je suis allé le voir. Et c'est vrai que c'était pas mal, c'était bien fait, la comédie marche bien, l'aventure aussi, les scènes d'action, le spectacle, c'est plutôt bien fait aussi, ça marche assez bien et le film était assez cool. Black Adam, ensuite, j'ai bien aimé le film, c'était vraiment très cool en soi. Après, bon même si le film aussi a quelques problèmes, notamment au niveau de la caractérisation des personnages, quoi. C'est vraiment, je crois, tout le film, la première heure, au bout de une heure et demie de film, quoi, c'est que des scènes d'action en fait qui se suivent, quoi. C'est que des grosses scènes d'action non-stop pendant une heure et demie, quoi. Donc c'est vrai que pour le coup, faut être bien accroché, quoi, dès le début du film, quoi. Mais bon, pour le coup, même si vous dormez, le film va vous réveiller, quoi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que pour le coup, le début du film est assez frénétique, quoi. Directement, t'es embarqué dedans, et pendant une heure et demie, c'est qu'une scène d'action continue, quoi. Après, le film en soi, je l'aime bien. Je trouve vraiment que c'est réussi, quoi. Ça marche bien. Le personnage de Black Adam attrapé par Dwayne Johnson, ça marche bien. Après, pour parler de tout ce qui est autour du film, ça prendrait une vidéo entière, quoi. Tous les trucs qu'il y a eu justement sur Henry Cavill qui revient en Superman, mais qui au final est annulé parce que toute la boîte de DC a été reprise par James Gunn, qui a tout rebooté l'univers. Donc l'année prochaine, les 3 films DC qui restent, Aquaman 2 et Shazam 2 et The Flash qu'on va voir, ce seront un peu des films post-mortem, quoi, puisque c'est des films sur un univers, sur des personnages qu'on reverra jamais, puisque tout l'univers DC est rebooté, un reboot qui va peut-être arriver avec The Flash. Donc c'est quand même assez étrange, quoi. Ça va être très particulier de voir tous ces films sur des personnages alors que toutes leurs histoires vont se terminer, quoi, qu'elles sont mortes. Et c'est aussi un peu... c'est un peu dingue aussi tout ce qui s'est passé avec ce film, quoi, parce que quand le film est sorti, on a eu l'impression que, ah oui, Dwayne Johnson contre Black Adam et tout, ça va être le retour d'Henry Cavill. Il y a même eu Man of Steel 2 qui a été annoncé, sauf que pendant un mois, les gens étaient comme des fous, sauf que tout de suite après, James Gunn et tout ont tout rebooté l'univers, Man of Steel 2 a été annulé, l'univers a été entièrement rebooté, tout était fini, quoi. C'est dingue les montagnes russes, quoi. C'est vraiment, Black Adam est sorti, Man of Steel 2 était... Henry Cavill était réengagé, Man of Steel 2 était programmé, quoi, tout le monde était super content, et puis hop, reboot et tout est annulé, quoi. C'est vraiment dingue à quel point aussi tous ces changements se sont faits vraiment super vite, quoi, à peu près en un mois. C'est vraiment assez ouf ce qui s'est passé avec tout ce qui entoure ce film. Ensuite, L'école est à nous,
une comédie française un peu sociale et tout, mais non, même une comédie totalement sociale qui était vraiment très cool, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, Couleur de l'incendie, un drame historique français adapté d'un roman ou d'une nouvelle du mec qui a écrit Au revoir là-haut, c'est surtout sur ça que se fait le marketing. Et le film était assez sympathique, c'était très bien fait, c'était bien fait quoi, c'était sympathique, c'était cool. Armageddon Time, le nouveau film de James Gray après Ad Astra, c'était vraiment très cool, c'était bien fait, le film est très émouvant, très touchant, ça marchait bien, j'ai bien aimé. Les Femmes du Square, une comédie dramatique française, et encore une fois, comme vous le savez, syndrome des comédies françaises, toutes les blagues sont dans la bande-annonce. Vraiment, toutes les blagues de ce film sont dans la bande-annonce, et j'ai même envie de dire toute la comédie est dans la bande-annonce, puisqu'au final le film est plus un drame qu'une comédie, quoi. Je crois qu'il y a une demi-heure, 40 minutes de comédie, et le film dure 1h40, et après t'as une heure de drame, quoi. Vraiment tout. Il y a un moment dans le film où il y a un point scénaristique qui se passe, au bout de 30-40 minutes, et après tout le film ça part vraiment en full drame, c'est plus du tout intéressant, il y a plus de blagues, c'est plus du tout drôle, c'est pas très intéressant, et c'était assez décevant, quoi, c'était vraiment pas terrible. Après, Le Torrent, un polar français pas très intéressant, pas très captivant, sans que ce soit mal fait non plus, mais c'était pas très intéressant. Ensuite, Fumer fait tousser, le deuxième film de Quentin Dupieux, parce que oui, Quentin Dupieux a sorti 2 films cette année, et après Au Poste et Le Dain qui m'avaient pas du tout plu. Donc le premier film qui avait sorti cette année, Incroyable mais vrai, en mai ou en avril, quoi, je suis même pas allé le voir parce que ça m'intéressait pas. Mais après, quand j'ai vu Fumer fait tousser, quand j'ai vu la bonne-annonce au cinéma... T'appelles les tabac force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Bonjour les tabac force. Bonjour, chef Didier. Bonjour, chef Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite, quelques jours. Une sorte de séminaire, j'imagine. C'est ça? Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Okay. J'ai trouvé cette histoire très divertissante. Quand j'ai vu ce délire avec cette équipe de Power Rangers, les Tabac Force, dirigée par un rat qui est une marionnette qui a la voix qui baffe tout le temps et qui a la voix d'Alain Chabat, la bande-annonce était tellement space, c'était tellement barré, il fallait que je voie ce film, quoi. Alors que la bande-annonce d'Incroyable mais vrai, ça m'intéressait pas du tout, mais là pour le coup, la bande-annonce de Fumer fait tousser, j'ai vu ce truc, ça avait l'air tellement barré, quoi. Il fallait que je voie ce film, quoi. Et pour le coup, j'aurais peut-être dû aller voir aussi Incroyable mais vrai, et Mandibule aussi, qui est sorti l'année dernière, que j'ai pas vu, mais j'aurais peut-être dû voir aussi Incroyable mais vrai, peut-être que c'était cool. Mais du coup, je suis allé voir Fumer fait tousser au cinéma, et c'était très cool. Voilà, bon, ça reste du Quentin Dupieux, du coup, évidemment, j'ai pas du tout compris de quoi ça parlait, c'était quoi l'histoire ou le thème et les messages, mais après, c'est vrai que c'était assez divertissant, ça marchait bien, c'était cool. Ensuite, X, un film d'horreur américain d'un réalisateur qui s'appelle Ty West, ou T West, qui a l'air d'être très connu par les cinéphiles, que moi je connais pas du tout. Et ce film d'horreur X, il était passable, quoi. J'ai vraiment pas trouvé ça très fascinant. En termes d'horreur, c'est passable aussi, mais après j'ai pas trouvé ça très fascinant, très bien fait aussi en termes d'horreur, d'autant plus que le film a l'air essaye vraiment d'être vraiment horrifique avec avec des vieux, encore une fois, j'en parlais aussi dans une autre vidéo, mais ouais, le film essaye d'avoir une ambiance et une atmosphère un peu angoissante, horrifique, avec une petite musique aussi d'une femme et tout qui chante une chanson et tout, pour donner un air un peu angoissant et tout. Dans l'ensemble, ça m'a pas fait peur du tout, et j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, quoi. Et pour finir, dernier film que j'ai vu cette année 2022, Le Tourbillon de la vie, un drame français avec un concept qui avait l'air ultra intéressant sur une femme justement qui peut un délire un peu de monde temporel, de ligne temporelle et de monde parallèle et tout, de ligne temporelle parallèle, avec une femme qui a plusieurs vies, avec plusieurs chemins, plusieurs destinées différentes qui se séparent et tout. Donc on voit vraiment une femme et on voit vraiment justement les différents parcours qu'elle aurait pu prendre dans sa vie en fonction de certains choix. Et donc au début je pensais que en fait elle avait un pouvoir et elle allait revenir en fait à chaque fois qu'elle faisait un choix sur différentes lignes temporelles, en fonction de son parcours. Mais là en fait le film suit vraiment en simultané plusieurs lignes temporelles, quoi, plusieurs parcours différents de sa vie, quoi. Et donc ça donne lieu à certaines séquences en termes de montage et de mise en scène qui sont vraiment très intéressants. Et c'est vrai que le film rendait assez bien et c'était vraiment très cool. Et voilà, c'est la fin de cette longue vidéo de récapitulation de tous les films que j'ai vus en 2022. N'hésitez pas à me donner donner votre avis sur tous ces films, si vous les avez vus et qu'est-ce que vous en avez pensé. Likez ma vidéo si elle vous a plu et partagez-la sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!